Bonjour, que vous soyez arrivé par Google, par YouTube, par Twitter ou par hasard, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Paul-Henri et aujourd'hui je vais vous parler de mal-être au travail et de philosophie. Alors, en 30 ans, le travail a beaucoup évolué. On est passé d'un travail plutôt physique, produisant des objets plutôt physiques, à un travail plutôt immatériel, produisant des objets immatériels. Tout cela a suscité beaucoup d'espoir d'amélioration de la condition des travailleurs en général, et pourtant aujourd'hui, 24% des hommes, 37% des femmes déclarent un mal-être au travail. On dénombre entre 3 et 400, c'est très difficile à dire, suicides dus au travail tous les ans en France. Et doit-on le rappeler, notre beau pays est le plus gros consommateur d'anxiolytiques et d'antidépresseurs au monde. Alors, que peuvent nous dire les philosophes qui nous éclairent à ce sujet ? Le premier dont on va parler est un monsieur qui s'appelle Toni Negri. Comme son nom l'indique, il est italien, c'est un philosophe et un homme politique contemporain, il a longtemps vécu en France. Il fait une première distinction intéressante. Dans ce travail immatériel, il dit qu'il peut avoir deux colorations. Une première coloration qui est plutôt une coloration cognitive, c'est-à-dire qui met en jeu les connaissances. Là, on va trouver les ingénieurs, on va trouver les chercheurs, on va trouver les banquiers. Ou alors une connotation plutôt affective, et là on va plutôt trouver infirmière, puéricultrice, psychologue, coach. C'est intéressant, mais dans les deux cas, ce qu'on peut noter, c'est que ça veut dire que l'intégralité de la personne est cette fois-ci impliquée dans le processus de production, et plus seulement sa force de travail. On comprend bien que quand votre imagination et vos émotions sont impliquées dans le processus de production, il est plus difficile à 18h, quand la sirène sonne ou quand vous fermez le rideau, de ne pas ramener chez soi une partie de son travail. De plus, autre chose qui brouille la frontière entre vie privée et vie professionnelle, on a aujourd'hui, pour gérer ces deux parties de notre vie, le même outil qui est l'ordinateur. Et voilà pourquoi c'est l'intégralité de la vie de chacun qui est engagée aujourd'hui dans le processus de production. Or, nous dit un autre philosophe qui s'appelait Georges Bataille, nous disposons chacun pour vivre notre vie d'une quantité d'énergie qui est limitée. Et cette énergie, on peut l'investir dans deux voies. Soit une première voie qui est effectivement une voie plutôt intellectuelle, où là on va explorer et essayer de contrôler, de maîtriser le monde, soit une autre voie qui est une voie plutôt animale et, disons-le, sexuelle. Georges Bataille parle d'ailleurs d'exubérance sexuelle. Le travail moderne, on le comprend bien, nous pousse plutôt à utiliser notre part intellectuelle et immatérielle. Quel problème ça pose ? Eh bien, ça pose un problème tout simple qui est que notre part animale, qui est à la maudite un petit peu, est aussi notre part divine. Si on pense à l'Inde ancienne, le lien entre érotisme et spiritualité se fait immédiatement. On pense au Kama Sutra, etc. Ça veut dire que si on est trop poussé dans notre part intellectuelle et immatérielle, si on oublie notre part animale, eh bien tout simplement, on se déshumanise et on sort de notre condition d'humain. L'idée d'être déshumanisé, on la retrouve chez une autre philosophe immense qui s'appelle Hannah Arendt. Hannah Arendt, elle, est décédée en 1975, elle a donc eu le temps tout à fait de voir s'installer le monde moderne. Et la société de consommation lui a inspiré la réflexion suivante. Elle dit de plus en plus, le travail ressemble à un processus biologique où on consomme, voire on consume. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a 200 ans, par exemple, quand vous étiez un ouvrier ébéniste et que vous fabriquiez une commode pour quelqu'un, vous étiez à peu près sûr que cette commode, non seulement la personne allait la garder jusqu'à la fin de sa vie, mais il y avait de fortes chances pour qu'elle la transmette à ses enfants. Fabriquer cet objet s'apparentait donc à une œuvre qui vous inscrivait dans le monde, vous construisiez le monde et vous y étiez inscrit de manière durable. Aujourd'hui, si vous fabriquez une commode pour un grand marchand de meubles suédois, vous êtes à peu près sûr que la personne qui va l'acheter au moment où elle s'installe avec son ami, quand statistiquement, 5 ans plus tard, ils se sépareront, eh bien la commode ne sera plus là. Autrement dit, ces outils, ces objets de consommation, on les traite comme des mouchoirs en papier jetables. Or, nous dit Hannah Arendt, on fait un lien inconsciemment entre ce qu'on est
et ce qu'on fabrique. Si on fabrique des objets jetables, nous devenons en quelque sorte des humains jetables, et c'est une manière pour l'homme de s'expulser du monde, de s'expulser de la construction du monde et de s'expulser du temps qui passe. Évidemment, on ne peut pas parler de philosophie et de travail sans parler de Karl Marx. La grande idée de Karl Marx, c'est l'idée de l'aliénation du travailleur. Alors cette aliénation, elle peut prendre deux formes chez Karl Marx. Elle prend une première forme qui est que le travailleur est dépossédé du produit de son travail. Il est aussi dépossédé de son outil de travail. Pour reprendre l'image de tout à l'heure, la personne qui fabriquait la commode, elle la faisait avec ses propres outils. Aujourd'hui, celui qui fabrique les commodes Ikea, il y a assez peu de chances qu'il possède la machine sur laquelle il travaille. Deuxième manière d'être dépossédé, donc, et d'être aliéné, le travailleur est dépossédé du produit de son travail dans le sens où sa spécialisation lui interdit de donner un sens à sa vie à travers son travail. Alors, bon, Marx il est mort en 1883, donc c'est une vision qui peut un petit peu dater. Essayons de la moderniser un petit peu. Aujourd'hui, l'aliénation au travail, elle peut prendre plusieurs formes. La première, c'est que nous sommes souvent trop pressés. Alors, qu'est-ce que ça pose comme problème d'être trop pressé? D'abord, premier problème, on ne va pas être satisfait de son travail, parce que finalement, on n'a pas le temps de bien faire. Repensons à Hannah Arendt, le rapport entre ce qu'on est et ce qu'on fait. Si on ne fait pas bien, si on n'a pas le temps de bien faire, eh bien, il y a des chances que ça attaque notre estime de nous-mêmes, l'estime de nous-mêmes. Deuxième possibilité, et là on va retrouver les chiffres de tout à l'heure, quand on est trop pressé, eh bien, même si on maîtrise bien sa tâche et même si on en est content, en tout état de cause, elle ne se fait pas sereinement. Et donc on passe notre temps à être bousculé. Et puis troisièmement, quand on vous demande à la fois de faire une tâche et de la faire au mieux, et que d'un autre côté, on ne vous donne pas les moyens de la faire, on est dans une forme de double lien et on sait très bien que c'est une posture un peu perverse. Voilà. On peut éventuellement penser au docteur Irigoyen et au concept de harcèlement moral. C'est une position difficile. Deuxième possibilité d'aliénation, une forme d'éclatement de la conscience. Entre le téléphone, le web, les mails, Twitter, Facebook, les collègues sur place, on passe notre temps en fait à jongler dans des systèmes de communication différents et il devient de plus en plus difficile de faire un lien clair entre ce qui vient de se passer et ce qui va se passer. Or, ce lien de causalité, ce lien de temps, Édouard Husserl, au début du XXe siècle, en fait la base de la construction de notre réalité. Autrement dit, cet éclatement de la conscience, il attaque notre capacité à nous faire une image de la réalité, et on voit donc que ça peut être extrêmement profond. Troisième possibilité d'aliénation, et là on va retomber dans quelque chose qui est typiquement français, on peut aussi en demander trop au travail. Bien sûr, le travail c'est important, bien sûr ça occupe une grande partie de la vie, bien sûr ça nous nourrit, bien sûr ça va forger une partie de notre identité, mais on ne peut pas investir l'intégralité de sa vie dans le travail, et il faut savoir demander au travail que ce qu'il ne peut donner. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Première chose, d'abord, cette évolution du travail est d'un côté une grande opportunité, ça nous permet de vivre plus vieux et de vivre en meilleure santé. D'un autre côté, on voit aussi que c'est une menace parce qu'il y a un danger de déshumanisation. Pour essayer de contrer ça, eh bien, il faut soigner, y compris dans l'organisation des entreprises, cette fameuse part animale dont nous parlait Georges Bataille. On peut en parler à son conjoint, on peut faire du sport, on peut faire du bricolage ou du jardinage, on peut faire attention à son temps libre. On peut aussi donc y penser dans l'organisation des entreprises. Voilà, je ne peux donc que vous conseiller la source de mes informations qui est ce numéro de Philosophie Magazine, le numéro 39 de mai 2010. Vous y trouverez des compléments et l'avis d'autres philosophes. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, moi aussi, alors je vous dis à bientôt.